La Terre, une planète de 4,5 milliards d'années en perpétuelle évolution. Avec ses continents qui se déplacent et s'entrechoquent, ses volcans en éruption, ses glaciers qui grandissent et rapetissent. Les multiples reliefs de la croûte terrestre sont fascinants et recèlent d'incroyables mystères géologiques. Dans cet épisode, nos explorateurs s'attaquent à l'endroit le plus sec de la planète, le désert d'Atacama, au Chili. Ce paysage désertique est 50 fois plus aride que la vallée de la mort aux États-Unis. Les chercheurs tentent aujourd'hui de percer le mystère que constitue la formation de ce désert. Et pour cela, ils étudient les volcans déchaînés, les montagnes gigantesques, les vastes océans. Et les indices qu'ils découvrent sont autant de révélations sur la formation de la Terre elle-même. La Terre est une planète bleue recouverte d'eau. Mais dans cette région du nord du Chili, vous n'en trouverez pas une seule goutte. Coincée entre l'océan Pacifique et les volcans côtiers à l'ouest, et la cordillère des Andes à l'est, se trouve Atacama, le désert le plus sec du monde. « 950 km de long et pas plus de 150 km de large en moyenne. Presque 5 fois la taille de la Belgique. La mission des scientifiques est de découvrir comment ce désert s'est formé. L'enquête commence dans la petite ville tranquille de Quilagua. Cette improbable oasis borde la seule source de vie de la région. Un fleuve de 480 km de long qui s'écoule doucement des Andes jusqu'au Pacifique. C'est là que se trouve la station météorologique du gouvernement. Et le géologue John Huston s'y rend pour mesurer le degré de sécheresse de l'endroit le plus sec de la planète. Ceci est un pluviomètre. Il sert à mesurer le niveau de précipitation quotidien. Ah, d'accord. Pour Marisa Vera, chercheuse, c'est un travail qui réserve peu de surprises. Quel niveau de précipitation a-t-il enregistré? Au cours des 15 dernières années, moins d'1 millimètre par an. Moins d'1 millimètre par an? Oui, Tous les ans? ça c'est sur 3 ans. C'est incroyable. Exactement. En moyenne, il pleut donc moins d'1 millimètre d'eau par an. Il faudrait un siècle pour remplir une tasse de café avec l'eau qui tombe à Atacama. Et si on compare avec d'autres déserts? Voici un cylindre, et je vais vous montrer la différence entre les précipitations annuelles enregistrées ici et dans d'autres déserts. Si je remplis ce récipient jusqu'en haut, environ jusqu'ici, c'est ce qui tombe en gros dans le Sahara. Maintenant, si j'en verse une grosse partie, on arrive à ce niveau-là. Et ça représente les pluies du désert de Mojave, soit environ 13 cm par an. Maintenant, si je verse tout, à part cette petite goutte-là au fond, c'est l'équivalent de ce qui tombe ici en plein cœur du désert d'Atacama. C'est tellement insignifiant que ça prouve que c'est l'endroit le plus sec de la Terre. Afin de comprendre les causes d'une pluviosité si faible à Atacama, John Huston quitte l'oasis de Quilagua et s'enfonce dans le désert. En bordure de la Panaméricaine, cette route qui traverse le continent sud-américain sur toute sa longueur, John découvre un premier indice. Nous voici donc sur le tropique du Capricorne. C'est l'une des latitudes les plus importantes du globe. Et c'est un élément déterminant si on veut comprendre pourquoi le désert d'Atacama se trouve ici.
La plupart des déserts de la planète chevauchent 2 latitudes précises. Dans l'hémisphère sud, le tropique du Capricorne traverse les déserts d'Akatama en Amérique du Sud et ceux de Namibie et de Kalahari en Afrique. Dans l'hémisphère nord, le tropique du Cancer traverse l'immense Sahara. À ces latitudes, l'air est extrêmement sec. Voici un hygromètre tournant. Il sert à mesurer l'humidité relative de l'air. Et on peut lire ici que l'humidité relative est de 10%. C'est vraiment peu, vraiment peu. Il n'existe pas beaucoup d'endroits sur la planète où l'on observe une humidité relative aussi basse. Au tout début du XVIIIe siècle, les scientifiques découvrent pourquoi l'air tropical est aussi sec. Les navires européens qui voyagent alors vers l'Amérique comptent sur les alizés pour faciliter leur traversée. Mais le météorologiste anglais George Hadley ne comprend pas pourquoi ces vents soufflent vers l'ouest alors qu'ils devraient souffler directement vers le nord. Ces études vont permettre aux scientifiques de comprendre comment l'air circule autour de la Terre. Au niveau de l'équateur, l'air riche en humidité est chauffé par le soleil et s'élève dans le ciel. À mesure que cet air chaud et humide s'éloigne de l'équateur, il perd son eau sous forme de pluie. Et quand il arrive à la latitude des 2 tropiques, l'air a perdu pratiquement toute son humidité et il ne pleut pas sur les terres situées au-dessous. Mais cela n'explique pas pourquoi Atacama recueille moins d'eau que les autres déserts. Les scientifiques espèrent résoudre cette énigme en découvrant comment s'est formé le désert d'Atacama. Au cours de sa chasse aux indices, John Huston s'enfonce encore plus profondément dans le désert. Ce site jalousement gardé a été découvert lors de relevés géologiques de routine effectués au XVIIIe siècle. Mais l'importance de leur découverte n'a été comprise qu'en 1998. Cette bande de rochers est un indice capital sur la formation d'Atacama. Cette roche délicate s'appelle du gypse. Un simple test suffit à prouver à quel point elle est fragile. Si je verse un petit peu d'eau dessus, vous verrez qu'elle se désagrège rapidement. C'est ce qui se passe en fait quand je verse de l'eau dessus, ça se dissout. Ça se désagrège, voilà tout. La présence du gypse prouve aux scientifiques qu'il n'y a pas eu de forte pluie ici depuis que la roche s'est formée. L'étape suivante est donc de la dater et de trouver à quel moment l'endroit s'est asséché. Mais on ne peut pas directement dater le gypse. Mais en analysant les fossiles des rochers environnants, on découvre l'âge impressionnant du désert. Atacama est vieux de 150 millions d'années. Ce gypse est vraiment très spécial. Si les précipitations avaient dépassé les 5 cm par an, tout ça se serait dissous et aurait été emporté. Ça signifie que le désert d'Atacama est le plus vieux désert du monde. Pendant plus de 150 millions d'années, alors que les dinosaures prospèrent et disparaissent, tandis que l'Himalaya se forme et que l'homme poursuit son évolution, Atacama demeure un désert. Le gypse détient la clé de la formation de ce désert. C'est un minéral tendre qui se forme non pas dans les déserts, mais dans l'eau. Le gypse existe à l'état boueux dans les mers tropicales, chaudes et peu profondes.
Quand l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur, il se solidifie. La présence de cette roche est la preuve majeure qu'avant d'être un désert, Atacama était le fond d'un océan. Ce morceau de roche, à l'apparence insignifiante, indique que la totalité de ce désert était sous les eaux à une époque. Donc ce gypse, dans cette région du désert d'Atacama, est d'une importance capitale pour comprendre toute l'histoire du désert d'Atacama. Jusqu'à maintenant, grâce aux preuves qu'ils ont réunies, les scientifiques ont trouvé quand et comment le désert s'est formé. L'emplacement d'Atacama, à proximité du tropique du Capricorne, signifie que l'air est sec et qu'il ne pleut pas. Les fossiles découverts dans une couche de gypse révèlent l'âge du désert. Le gypse, une roche qui ne se forme que dans l'eau, indique qu'Atacama était autrefois recouvert d'eau. À mesure que les scientifiques tentent d'élucider la transformation mystérieuse d'Atacama d'océan en désert, ils découvrent des informations stupéfiantes concernant la région la plus sèche de la planète. Il y a 150 millions d'années, le désert d'Atacama constitue le fond marin d'un océan. Et pourtant, aujourd'hui, certaines parties du désert se situent à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Afin de comprendre les raisons d'une telle transformation, les scientifiques poursuivent leurs recherches à l'extrémité orientale du désert. Ce paysage étrange est le plus vaste site géothermique de l'hémisphère sud. Nous sommes sur le site géothermique d'Eltasio. Vous pouvez constater que nous sommes entourés d'innombrables sources chaudes et de geysers. Il y a beaucoup de vapeur d'eau parce que l'air est frais et que l'eau est bouillante. Il y a donc beaucoup de vapeur et de sources bouillonnantes. L'eau bouillante est chauffée dans les profondeurs du sous-sol. Les geysers et l'eau chaude que l'on trouve à Eltasio indiquent que le sous-sol est composé de roches en fusion. Et vous remarquerez aussi que plusieurs volcans entourent le site. Ici, la Terre est furieusement active. De la roche en fusion remonte jusqu'à la surface et forme des volcans. Les volcans impétueux et les geysers bouillonnants sont la preuve d'un processus mouvementé qui agite le sous-sol du désert. Dans cette région, la plaque tectonique de l'océan Pacifique s'enfonce sous la plaque sud-américaine, à l'image d'une spatule qui se glisse sous une pizza. Ce processus géologique s'appelle la subduction. Vous avez la plaque pacifique qui rentre en collision avec la plaque continentale. Comme la plaque océanique est plus lourde, elle glisse sous la plaque continentale. Et de ce fait, elle se réchauffe parce qu'elle atteint une profondeur de près de 100 km. Et du coup, elle entre en fusion. La zone critique s'appelle une zone de fusion. De la roche en fusion remonte alors vers la surface pour former les volcans en activité qui entourent le site géothermique d'Eltasio. Ce processus montre aux scientifiques comment le désert s'est extrait de l'océan. On trouve des indices supplémentaires de l'autre côté du désert. Les géologues savent que ces collines littorales étaient autrefois des volcans. Ils sont aujourd'hui totalement éteints, mais des techniques modernes de datation prouvent qu'ils sont entrés en éruption il y a plus de 195 millions d'années. C'est un élément déterminant qui signale à quel moment la plaque océanique a commencé à se glisser sous la plaque sud-américaine.
cette époque-là, le désert et même la totalité du Chili sont sous les eaux. Avec le temps, la zone de fusion a été poussée de plus en plus loin à l'intérieur des terres, provoquant la formation des volcans du littoral. À mesure que la zone de fusion s'infiltre sous le désert, une nouvelle croûte se forme. Elle s'épaissit et se soulève. C'est ainsi qu'émerge peu à peu le désert d'Atacama. Il y a 50 millions d'années, le même phénomène commence à soulever les Andes. Aujourd'hui, la zone de fusion se trouve à plus de 200 km à l'intérieur des terres et la roche en fusion qu'elle produit alimente les volcans et les geysers deltaciaux. Mais en passant sous le désert d'Atacama, elle a fabriqué ceci. Chuquicamata, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde. L'activité volcanique de la région a concentré le minerai de cuivre à cet endroit. Mais c'est le climat spécifique du désert qui l'a maintenu en place. Cette région du nord du Chili produit l'un des plus grands et des plus importants gisements de cuivre du monde. Et c'est essentiellement dû au climat extrêmement sec. La plus grande partie de l'érosion à la surface de la Terre est provoquée par l'eau. Donc ici, où il pleut si peu, l'érosion est faible et les dépôts de cuivre sont donc restés intacts. Résultat, cette étendue sauvage et désolée est l'une des régions les plus rentables de la planète. Le mystère de la formation d'un désert sorti des eaux est donc résolu. Les geysers sont la preuve qu'il y a eu de la roche en fusion loin en profondeur. L'existence de volcans en activité révèle le mouvement des plaques les unes au-dessus des autres. Les volcans éteints montrent que ce processus a commencé le long de la côte et s'est déplacé vers l'intérieur des terres, soulevant le désert au-dessus de l'océan. L'étape suivante consiste à essayer de comprendre ce qui a transformé cet ancien fond marin en région la plus sèche de la planète. Une recherche qui couvre 200 ans d'histoire et explique la présence des manchots à la lisière de ce désert. Le désert d'Atacama intrigue parce qu'il est l'endroit le plus sec de la planète. Par nature, les déserts sont arides, mais Atacama est unique. Il est 50 fois plus sec que la vallée de la mort en Californie. Et ce n'est pas parce qu'il est plus chaud. À Atacama, il fait en moyenne 27 degrés dans la journée, alors que les températures dans la vallée de la mort grimpent jusqu'à 45 degrés. La réponse à ce qui a fait de cette langue de terre l'endroit le plus sec du monde se trouve en partie ici, en pleine mer. L'une des choses étonnantes concernant Atacama, c'est qu'on y voit des manchots. Les manchots, de toute évidence, aiment l'eau froide. Et c'est plutôt déroutant quand on sait que sur le rivage, il fait très chaud. En fait, la température de l'eau ici est d'environ 13 degrés Fahrenheit, alors qu'à terre, elle est d'environ 27 degrés. Ces manchots sont décrits pour la première fois par Alexander von Humboldt il y a plus de 200 ans. Alors qu'il longe cette côte, il est déconcerté par l'extrême diversité de la vie marine. En mesurant la température de l'eau, il y a une explication.
Elle fait 7 degrés de moins que prévu. Une température idéale pour des animaux marins comme les manchots. Des siècles plus tard, des météorologistes commencent à se demander si cette ceinture d'eau froide, appelée courant de Humboldt comme l'explorateur, ne serait pas la raison pour laquelle Atacama est devenue la région la plus sèche du globe. Le courant de Humboldt remonte de l'Antarctique chargé d'eau froide. Et c'est à cause de cette eau froide que nous avons cette triste journée avec ce brouillard au-dessus de nos têtes. Ce courant provoque le refroidissement de l'air et par voie de conséquence, la formation d'une épaisse couche de nuages et de brouillard qui s'accroche au rivage. On sait que l'air chaud et sec descend vers les tropiques. Une fois arrivé au-dessus de la couche nuageuse, l'air chaud bloque les nuages chargés de pluie à basse altitude. Les météorologues appellent ce phénomène une couche d'inversion. Piégés à environ 900 mètres d'altitude, les nuages ne peuvent pas s'élever dans l'atmosphère pour répandre leur pluie sur les déserts de haute altitude. La couche d'inversion empêche l'humidité qui s'accumule au bord de la mer d'entrer dans les terres. C'est donc une des raisons pour laquelle ce courant de Humboldt contribue à la sécheresse du désert d'Atacama, qu'on voit juste là-bas. Mais est-ce cette couche d'inversion, créée par le courant de Humboldt, qui a transformé Atacama en désert le plus sec de la planète? À l'extrémité nord du désert, dans une région désolée appelée Quebrada Aroma, la géologue Laura Evanstar cherche des indices pour résoudre cette énigme. Elle essaie de dater la période à laquelle s'est produite cette extrême sécheresse. D'autres déserts, comme celui de Mojave dans l'ouest des États-Unis, ne reçoivent pas beaucoup de pluie, mais quand il pleut, c'est catastrophique. Les orages déversent des pluies torrentielles qui provoquent des crues subites. Mais pas ici, dans la Quebrada Aroma, qui est à présent totalement sèche. L'un des moyens de dater la dernière chute de pluie ayant provoqué une crue subite est d'essayer de trouver depuis quand les rochers n'ont pas été déplacés. Ce qu'on voit ici, c'est une démonstration miniature de ce qu'il se passe s'il se met à pleuvoir abondamment. Alors, voici la pluie. Et ce qu'on observe, c'est que si on fait pleuvoir à la surface de notre désert, l'eau charrie les rochers et les déplace. Et quand il ne pleut pas, les rochers restent immobiles et ne bougent pas. La surface de la Quebrada Aroma est jonchée de rochers. Et Laura les casse pour évaluer la date du dernier écoulement d'eau sur la région. Il suffit de détacher un petit bout de la roche qu'on examine pour voir s'il a une couleur très sombre. Et avec un peu de chance, on trouvera les minéraux noirs qu'on recherche. Les minuscules cristaux transparents sont des pyroxènes. Ils ont une importance capitale parce que ce sont des horloges géologiques microscopiques. En effet, leur composition chimique se modifie au fil du temps quand ils sont exposés au rayonnement cosmique. Le Soleil ne produit qu'une infime partie du rayonnement qui frappe ce rocher. Le reste vient en majorité de toutes les étoiles qu'on voit la nuit dans le ciel. L'effet qu'elle produit sur le rocher, c'est en fait de le cuire, un peu comme un mauvais coup de soleil. Ça frappe le rocher et ça le cuit. À mesure que le rocher cuit sous l'effet des rayons cosmiques, les pyroxènes se brisent et produisent un gaz appelé hélium-3. On peut mesurer la quantité d'hélium-3 présente dans ce rocher. Et plus son temps d'exposition au rayonnement cosmique ou solaire aura été long, plus on en trouvera. L'hélium-3 est produit en quantité microscopique. Laura Evanstar doit donc emporter ces échantillons dans un laboratoire situé à 11 000 km de là, à Glasgow, en Écosse.
Voilà ce qu'on fait avec le laser. On le dirige sur l'un des réceptacles, comme ça, et on vaporise les cristaux. Et ça libère ainsi l'hélium-3. Le gaz va ensuite circuler dans cet appareil et passer dans le spectromètre de masse. En analysant ces données, elle peut savoir quand les rochers ont bougé pour la dernière fois. Le plus vieil échantillon qu'on ait trouvé a 23 millions d'années. Ce qui signifie que dans certaines parties du désert d'Atacama, les rochers occupent la même place et n'ont pas été déplacés par de l'eau depuis 23 millions d'années. Le désert d'Atacama est donc l'une des plus vieilles étendues du monde demeurée intacte. Ces rochers étaient là avant l'apparition de l'homme sur Terre. Ils sont incroyablement vieux. Laura Evanstar a découvert qu'il y a des régions du désert qui sont complètement sèches depuis 23 millions d'années. Cette date est une information capitale pour notre enquête, parce qu'elle correspond à la naissance du courant de Humboldt. L'Amérique du Sud était autrefois reliée à l'Antarctique, mais il y a environ 25 millions d'années, ces deux continents se sont séparés. Un canal s'est formé. L'eau froide de l'Antarctique s'est alors mise à circuler autour du pôle et à remonter vers le nord, le long des côtes. Ce courant froid a provoqué une couche d'inversion qui a piégé les nuages chargés de pluie et déclenché la lente transformation d'Atacama en désert le plus sec de la planète. Mais le courant de Humboldt n'est pas le seul responsable. Curieusement, pour découvrir comment ce désert est devenu si sec, il faut à présent explorer l'un des endroits les plus humides de la Terre. Car de l'autre côté d'Atacama se trouve l'Amazonie. Mais les pluies abondantes de la forêt tropicale n'atteignent jamais le désert. Et la raison est simple. Entre l'Amazonie et le désert d'Atacama s'élève la gigantesque cordillère des Andes. Des preuves géologiques évidentes suggèrent que les Andes se sont élevées suffisamment haut, il y a environ 10 millions d'années, pour empêcher toute pluie d'atteindre le désert. On appelle ça un effet parapluie, et c'est l'ultime facteur qui a fait d'Atacama la région la plus sèche de la planète. Les preuves expliquant l'extrême sécheresse d'Atacama s'accumulent. Le courant de Humboldt crée un système météorologique qui empêche toute pluie. L'hélium-3 dans les rochers montre que le processus de dessiccation a commencé il y a 23 millions d'années. L'élévation des Andes, il y a 10 millions d'années, l'a rendu encore plus sec. L'enquête semble arriver à son terme. Atacama est une région désertique où il ne pleut quasiment jamais depuis des millions d'années. Mais quelque chose vient soudain contredire cette conclusion. De petits fragments de pierre révèlent qu'une ancienne civilisation a vécu ici autrefois. Comment des hommes ont-ils pu vivre dans le désert le plus sec de la planète ? Le désert d'Atacama est sans conteste l'endroit le plus sec de la planète. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, les scientifiques pensent qu'il en est ainsi depuis des millions d'années. Et pourtant, dans un site reculé appelé Guanaqueros, le paléontologue Claudio Latorre fait une découverte fascinante qui dresse un tableau beaucoup plus complexe. C'est une découverte extraordinaire. C'était probablement un petit couteau ou un grattoir qui a été brisé et jeté. Il coupe peut-être encore. Pour un œil non averti, ça ressemble à un simple éclat de pierre. Mais Claudio Latorre voit bien qu'il a été travaillé et transformé en outil. Et il en a trouvé des centaines comme ça.
C'est la preuve que des hommes préhistoriques ont vécu autrefois ici. Il ne s'agit pas d'un campement temporaire, c'est un endroit où les gens habitaient et travaillaient. Ils utilisaient les pierres pour en faire des objets et exploitaient cet environnement en utilisant les ressources qu'ils avaient sous la main. Étant donné que l'eau est indispensable à la vie, il semble impossible qu'aucune plante, aucun animal, aucun humain ait pu survivre ici. Lator pense que certaines régions de ce désert de 148 000 km² étaient autrefois beaucoup plus humides. Et ça ne remonte pas à des millions d'années, mais à une époque où l'homme avait déjà fait son apparition sur Terre. En 1997, Claudio Lator se lance à la recherche de preuves. Aujourd'hui, il retrace son voyage. Des changements climatiques sont visibles dans la pierre, et Lator examine la paroi couche après couche. Et il découvre une preuve capitale. C'est là que l'histoire devient intéressante. Cette roche semblable à la craie s'appelle de la diatomite. Elle est faite de restes écrasés d'algues bleues fossilisées, des formes de vie microscopiques qui ne vivent que dans l'eau douce. Ce que cette pierre nous dit, c'est qu'il y avait ici une zone humide. Alors que si vous regardez le paysage aujourd'hui, il est on ne peut plus sec. Et pourtant, il y a bien longtemps de cela, il y avait de l'eau à la surface de ce désert. L'étape suivante pour Lator est de déterminer à quelle époque. La datation par le carbone 14 est l'une des méthodes les plus précises de datation. Mais pour l'utiliser, il faut des échantillons d'origine organique. Claudio Lator passe alors le désert au peigne fin. Notre méthode de travail consiste à fourrer notre nez dans le moindre petit trou, la moindre crevasse qu'on peut trouver. Quand on a découvert cet endroit, on n'en croyait pas nos yeux. Il a eu la chance de tomber accidentellement sur la preuve la plus importante de cette enquête. Au fond de la grotte se trouve un nid énorme. Il est constitué des matières fécales de milliers de générations de petits mammifères. La taille et la forme des grottes indiquent à Lator que ces animaux sont des rats chinchillas. Et le nid contient également ce qu'il cherche par-dessus tout, de la matière organique. Quand on a découvert le site, l'une des découvertes les plus excitantes qu'on ait faites, c'est que le nid était plein d'herbes. Maintenant, regardez autour de vous aujourd'hui et dites-moi d'où vient cette herbe. On a su immédiatement qu'il y avait eu un changement radical de végétation. Cette herbe a l'air aussi fraîche que si elle avait été ramassée la veille. Mais quand Lator date l'herbe du nid par le carbone 14, il découvre quelque chose d'incroyable. L'herbe a plus de 11 000 ans. Ce que je tiens dans la main est un ancien écosystème. On ne peut pas obtenir d'indicateurs plus parlants. On ne peut pas trouver mieux. Il y avait beaucoup d'eau ici dans le passé. Le nid est la preuve formelle qu'il y avait bien des plantes et des mammifères ici, et qu'il n'était pas tout seul. Sous l'épaisse couche du nid se trouve une autre couche riche en outils fabriqués à la main. Si on cherche un peu, on trouve des traces de cette activité humaine. Il y a plein de petits fragments ici par terre. Certaines régions d'Atacama sont entièrement sèches depuis 23 millions d'années. Mais cette découverte est la preuve que d'autres régions, comme Guanaqueros, étaient très différentes il y a 11 000 ans. Il s'agit d'un instantané fossilisé d'un écosystème différent qui revient un instant à la vie. L'herbe pousse et la terre s'épanouit durant cette époque plus humide. De petits mammifères prospèrent
et se reproduisent. Du gros gibier, comme les vigognes et les lamas, indiquent que des hommes peuvent vivre dans cet environnement riche et fertile. C'est formidable de savoir qu'en regardant à l'intérieur de quelque chose d'aussi banal qu'un nid de rongeurs, on peut trouver des indices qui vous permettent de comprendre la colonisation humaine passée du désert d'Atacama. C'est un exploit, compte tenu de l'aridité du climat aujourd'hui. La date du nid permet aux scientifiques d'établir une hypothèse concernant la provenance de l'eau. Il y a 11 000 ans, c'est la fin de la dernière période glaciaire. Le climat de la planète est en train de changer. La pluie tombe en abondance sur les sommets des Andes et descend en rivière jusqu'au désert. Dans certaines régions, ces rivières se rassemblent et forment des terres humides. Dans d'autres, il n'y a pas d'eau et la Terre reste identique à ce qu'elle a toujours été depuis des millions d'années. Mais à peine 1000 ans plus tard, le climat change à nouveau. Les rivières s'assèchent et la végétation disparaît. Les rongeurs et les hommes aussi. Aujourd'hui, la moindre goutte d'eau est absorbée par la terre desséchée. Claudio Latorre nous montre à quelle profondeur elle se trouve désormais. Juste pour vous donner une idée des changements qui se sont produits depuis l'époque des terres humides, voici une petite expérience que nous pouvons faire. Ceci est un puits dans lequel je vais faire tomber ce caillou et je vais compter. Nous allons voir combien de temps il met pour atteindre l'eau. Il lui faut presque 4 secondes pour atteindre l'eau. La nappe phréatique est aujourd'hui à 60 mètres sous terre. C'est à peu près aussi sec que ce que l'on appelle un désert absolu. Pas de flore, pas de faune, rien. Pas la moindre goutte d'eau courante en surface. Les recherches concernant l'endroit le plus sec de la planète ont pris une tournure surprenante. La présence d'outils prouve que des êtres humains ont vécu ici. La diatomite indique que le climat a été plus humide à une époque. Les crottes de rats et la paille permettent d'établir qu'il y avait un écosystème différent il y a 11 000 ans. Mais ce n'est pas tout. Ce désert extraordinaire n'a pas fini de dévoiler tous ses mystères. Il ne concerne pas seulement la vie dans l'un des milieux les plus extrêmes de notre planète, mais aussi la vie sur d'autres planètes. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'Atacama n'a jamais été aussi sec. Et ils cherchent à savoir s'il ne reste vraiment plus aucune trace d'eau dans ce désert. Le chercheur de la NASA, Alfonso Davila, sait qu'il y a de l'eau ici. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait aussi de la vie. Mais lors de sa première visite, les indices ne sont pas encourageants. La première fois que je suis venu ici, j'ai roulé dans le désert pendant 3000 km et quand je suis revenu à mon camp de base, j'ai réalisé que je n'avais aucun insecte écrasé sur mon pare-brise. C'est le seul endroit au monde où ça me soit arrivé. Ça prouve à quel point cet environnement est dur pour toute forme de vie. Depuis les années 1960, les chercheurs de la NASA donnent la chasse aux bactéries dans les sols pauvres et ils ne trouvent rien. Jusqu'en 2005, date à laquelle ils découvrent cet étrange paysage blanc. Totalement par hasard, l'un des collègues d'Alfonso Davila ramasse une pierre, la casse et découvre quelque chose de complètement inattendu. Oui, on voit très bien une couche verte à l'intérieur de la croûte. Sous le microscope, la présence de cette tache vert pâle n'a qu'une signification. À notre grande surprise, on voyait un micro-organisme vert vivant à l'intérieur de la roche. Ça a vraiment été une grosse surprise, car personne ne s'attendait à trouver des micro-organismes en plein milieu de l'endroit le plus sec de la planète.
Totalement par hasard, ils découvrent la vie cachée à l'intérieur d'un caillou. Ce minéral, c'est du chlorure de sodium, connu aussi sous le nom de halite. C'est un minéral très commun dans le désert d'Atacama et on le trouve aussi dans toutes les cuisines du monde puisque c'est exactement le même sel que nous utilisons pour accommoder notre nourriture. Le sel peut conserver la nourriture en tuant les bactéries. Mais curieusement, ici, il abrite une colonie de microbes verts. Pour comprendre comment ils ont survécu, Alfonso Davila dispose d'une série de capteurs pour mesurer le taux d'humidité. Selon ses recherches, même si le taux moyen d'humidité dans l'air du désert n'excède pas 10%, il arrive parfois qu'en de rares occasions, il grimpe jusqu'à 75%. Cette croissance momentanée en vapeur d'eau est la seule source d'humidité. Et c'est cette eau-là qui permet à la vie de résister. La caractéristique principale du sel est sa capacité à extraire les vapeurs d'eau de l'atmosphère et de fabriquer une solution liquide à l'intérieur de la roche. Tandis que le sel absorbe l'humidité présente dans l'air, les microbes utilisent la roche pour se procurer de l'eau. La vie est très résistante. Elle est très flexible et elle est capable de s'adapter aux conditions les plus extrêmes de la planète. La NASA pense que cette découverte faite dans le désert d'Atacama peut être utile pour rechercher la vie sur Mars. En 1976, la sonde Viking détecte la présence d'eau dans la fine atmosphère de Mars. En 2008, la sonde Mars Odyssey de la NASA trouve des preuves de la présence de sel à la surface de la planète. Alors, quand les hommes parviendront enfin à aller sur Mars, ils ne chercheront plus la présence de la vie à la surface du sol martien, mais à l'intérieur des roches. Malheureusement, il faudra patienter encore longtemps avant que les hommes puissent marcher sur Mars. En attendant, nous venons dans le désert d'Atacama pour étudier ce genre de roches qui détiennent probablement l'explication de la présence de la vie sur Terre et qui permettent d'envisager la vie sur d'autres planètes de notre système solaire. Il est donc possible qu'une découverte accidentelle dans la région la plus sèche du globe conduise un jour les scientifiques à casser une roche martienne et à découvrir à l'intérieur la présence d'une vie extraterrestre. Les recherches menées pour comprendre comment s'est formée la région la plus sèche de la Terre ont dévoilé l'histoire impressionnante de ce désert, une histoire qui s'étend sur 150 millions d'années. Le gypse, une roche qui se forme dans l'eau, prouve que ce désert a été autrefois le fond d'un océan. Les geysers révèlent la présence, dans les entrailles de la Terre, d'une intense activité volcanique qui a soulevé Atacama au-dessus de l'océan. De petits cristaux de pyroxène indiquent que dans certaines zones, le désert est devenu totalement sec il y a 23 millions d'années. Les nids de rats sont la preuve qu'une petite poche de vie a prospéré en plein désert à la fin de la dernière période glaciaire. Des micro-organismes verts dans le sel démontrent que même ici, la vie parvient à résister. Aujourd'hui, cet endroit est unique au monde. C'est un désert absolument parfait et les recherches concernant sa formation permettent d'éclairer d'un jour nouveau d'autres chapitres de l'histoire de la formation de la Terre.